Bienvenue à tous pour finalement cette première rencontre, bah, on va presque dire réelle, hein, de l'école doctorale francophone internationale. Le, le but de cette première réunion, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs phases de candidature, virgule, c'est de vous remettre en phase les objectifs de l'école doctorale francophone internationale, qu'on désigne par son acronyme EDFI, et pour répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez dans ces différentes étapes. On va tout de suite commencer. L'école doctorale francophone internationale, c'est un projet de la chaire UNESCO, Francophonie et Révolution des savoirs, éducation et connaissances à l'ère du numérique et des réseaux internationaux. Ce qui fait que dès lors que vous serez dans le programme, hein, vous serez partie prenante de ce programme de la chaire UNESCO et en quelque sorte, c'est vous représenterez ces ambassadeurs, hein, là où vous êtes et à ce titre, quand vous participerez par exemple à un événement, un colloque ou une conférence, eh bien vous pourrez vous réclamer de la chaire UNESCO que vous représenterez. La chaire UNESCO, elle a été créée il y a maintenant 10 ans, enfin, ça va bientôt être un petit peu plus de 10 ans, en 2015. C'est une chaire conjointe entre l'université de Cergy à l'époque, de l'université de Cergy-Pontoise, et l'agence universitaire de la francophonie. Donc, parmi ces différents objectifs, il y a un programme pilier qui s'appelle le programme de formation troisième cycle pour les technologies dans l'éducation, avec un master, le master accrédite, qui est conçu pour former des experts à l'utilisation des technologies dans les dispositifs de formation. Bon, beaucoup d'entre vous sont passés par ce master, donc ils le connaissent, je n'y reviens pas. Le master TKEDU, qui est spécifiquement centré à la préparation à la recherche autour des technologies de l'éducation. Et le programme de thèse, qui n'est pas uniquement centré sur les technologies de l'éducation, mais bon, comme il y a eu un peu une filière, on va dire, naturelle quasiment, il y a beaucoup de thèses qui se déploient autour des technologies de l'éducation, mais ça n'est pas l'objectif unique. En tout cas, depuis 2015, pendant à peu près 10 ans, jusqu'au milieu de la période Covid, on va dire, enfin un petit peu après la fin de la période Covid, c'est-à-dire vers 2021-2022, l'expérimentation de thèse, hein, à distance a concerné 35 candidats avec 33 thèses soutenues et 2 abandons. Alors, c'est pas tout à fait 33 thèses soutenues parce qu'il en reste une à soutenir, une de nos collègues de l'île Maurice qui doit encore soutenir bientôt, dans les mois qui viennent, sa thèse. Et sa caractéristique, c'est un encadrement international. Alors vous voyez que 35 candidats pour 33 thèses soutenues, ça veut dire que c'est un fort taux d'achèvement, hein, un très très fort taux d'achèvement. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez participé au programme Accredit ou TKEDU, bah, vous vous en doutez, c'est que c'est un programme qui est très exigeant et qui est très suivi, autrement dit très encadré, pour que les gens qui rentrent dans le dispositif, eh bien, en sortent avec réussite et victorieux. Mettre en place des dispositifs de ce type, c'est très coûteux. Et mettre en place des dispositifs de ce type pour ne pas avoir les résultats, on n'a pas les moyens de se l'offrir, hein. Il faut absolument que ces dispositifs fonctionnent, c'est-à-dire que à la fin, les étudiants bah, aient leur master et à la fin du processus doctoral, qu'ils aient leur thèse. C'est donc pour ce faire un encadrement international qui encadre tous ces travaux de thèse avec la caractéristique essentielle et principale de thèse à distance. Donc c'est ce qui s'est passé. Toutes les thèses, les 33 thèses soutenues ont été encadrées à distance avec quelques regroupements présentiels et quelques déplacements dans les laboratoires. Mais le maître mot de ce type d'encadrement et ce type de programme, c'est la distance. L'école doctorale francophone internationale, EDFI, elle est basée donc sur l'expérimentation de ce programme de thèse
avec, et ça c'est la dimension, on va dire, de déploiement de ce programme doctoral en EDFI, c'est qu'on se centre sur les objectifs de développement durable. Hein. L'objectif, c'est de développer des thèses qui sont au service des ODD, là où que vous soyez, et quel que soit le projet. C'est vraiment un aspect qui est extrêmement important et qu'il faut notamment travailler dans la construction de son projet. Le programme défi est destiné aux professionnels, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux primo-étudiants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir sans jamais avoir travaillé. Rentrer dans le programme EDFI, c'est strictement un programme destiné aux professionnels en poste. Et le but de la mise en place de ce type de programme, c'est de développer les compétences dans les institutions éducatives dans les pays, de sorte que parce qu'il y a un enrichissement de compétences, on va dire, assez rapide, ou en tout cas assez important, eh bien, ça permet de passer des gaps pour pouvoir augmenter le niveau de compétences des institutions éducatives et d'améliorer leur fonctionnement. C'est un programme de développement, en fait, hein, qui est destiné à l'Afrique, aux îles Caraïbes, à l'Asie et au Moyen-Orient. Cela ne, c'est pas un programme qui s'adresse aux étudiants qui sont en France, par exemple, hein, ni en Europe. C'est vraiment un programme qui est destiné aux étudiants qui sont dans leur pays, qui sont en situation professionnelle et qui veulent pouvoir se construire un parcours de recherche sanctionnés et diplômés par une thèse pour pouvoir participer à l'enrichissement de leurs institutions, institutions universitaires, institutions d'enseignement supérieur, les ministères ou toute autre affectation, ou l'administration et autres, toute autre affectation qui permet de mettre au service du développement de chacune de ces institutions les compétences qui ont été acquises pendant ce parcours de thèse. Les phases de l'EDFI sont les suivantes. Il faut candidater, on en est là. Il faut préparer son projet, c'est un peu ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Il faut présenter son projet. Et puis ensuite, il faudra réaliser le travail de recherche. Et vous allez, j'en ai déjà touché deux mots, je vous le redis maintenant, c'est un système à fort encadrement. C'est-à-dire que le dispositif doit durer une année plus trois. Une année, c'est la préparation de votre projet de thèse, et puis 3 ans de thèse, première année, deuxième année, troisième année, et au bout de la troisième année, il faut que vous soyez dans le process de soutenance. Alors, ça sera peut-être pas 3 ans au sens de 36 mois et pas un de plus, ça sera peut-être 36 mois plus quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il va bien falloir finaliser, euh, préparer les jurys, etc. Et c'est une phase qui est un peu compliquée. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est pas des thèses où on reste pendant 10 ans de sa vie, hein. C'est une thèse, c'est un moment qui est très engageant, qui est très coûteux en temps, du point de vue de votre engagement avec votre famille, du point de vue de votre entourage, du point de vue y compris hein, de votre santé mentale. Il faut aussi évoquer cet aspect-là, hein, c'est très prenant. C'est pas la même chose quand on est adulte et qu'on a des responsabilités familiales, professionnelles, parfois des responsabilités élargies, de pouvoir dégager du temps pour s'engager dans un programme de thèse. Donc il faut que ça ait un début, mais il faut que ça ait une fin et que cette fin, elle soit vraiment en ligne de mire et organiser son travail pour tenir cet enjeu, cet objectif. C'est vraiment un aspect qui est, dans le cas de ce programme, extrêmement important. Pour candidater, eh bien, il faut soumettre sa candidature. C'est le processus qu'on met en place, hein. D'abord, on cherche à voir si vous vous signalez. Vous avez pu remarquer qu'en fait, hein, on a fait peu de publicité. On a fait plutôt une information et en cela, c'est notre collègue Sedou Badiane qui s'occupe de cette dimension-là, hein, qui est l'interlocuteur sur nos programmes pour tout ce qui est communication. Donc, on ne fait pas une trop grande publicité parce que on va pas pouvoir prendre des milliers de personnes. On va en prendre des dizaines, peut-être des centaines, mais on ne pourra pas en prendre des milliers. Et donc les besoins sont tels qu'il faut quand même être raisonnable dans la capacité à pouvoir accompagner. Il faut savoir que, par exemple, pour accompagner
cette première, ce premier démarrage. C'est 20 encadrants qui sont mobilisés, qui vont vous encadrer. Et à terme, il y aura une centaine d'encadrants pour encadrer, pas uniquement dans les questions d'éducation, hein. Cette année, on ouvre, on commence par le secteur éducatif, mais dès la rentrée prochaine, il y aura d'autres secteurs, hein, deux secteurs différents supplémentaires chaque année. Et donc, à terme, il y aura beaucoup de doctorants dans ce dispositif. Et le but, eh bien, c'est pas de chercher à tout prix des candidats, mais de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent, eh bien, d'avoir l'information pour accéder à ce dispositif. Donc, vous êtes passé par plusieurs phases, hein. On vous a demandé notamment, c'était l'avant-dernière phase, de bien confirmer que vous aviez compris quels étaient les enjeux de les défis et comment ça fonctionnait pour pouvoir accéder à cette réunion et avoir les clés finalement pour soumettre sa candidature, que je vais vous montrer tout à l'heure, ce qu'il faut faire concrètement pour poser sa candidature. En gros, il va falloir déposer des documents officiels, hein, plutôt que le diplôme de troisième cycle, plutôt votre relevé de notes, votre CV, votre mémoire de master. Attention, je vous le dis, hein, pour rentrer dans les dispositifs, il faut avoir un master avec une forte préparation à la recherche. Vous voyez, on ne peut pas euh, assumer une année préparatoire de type master recherche dans ce dispositif. Il faut que votre master ait une forte composante recherche, et c'est ce qu'on va regarder pour ne pas vous avoir à apprendre à chacun, parce que dans ce cas-là, ce serait du mentorat, vous voyez, d'apprendre les bases de ce qu'est la recherche. Il y aura bien sûr des séminaires, hein, je vais l'évoquer par après, pour approfondir des aspects de recherche, hein, parce que quand on fait un master, on balaye quand même assez large. Là, il va falloir rentrer dans l'opérationnalité concrète de la préparation de votre projet de recherche, mais il faut quand même avoir ces bases. Et puis donc, il faudra une note de 2 pages qui expose pour l'instant votre idée de recherche. Évidemment, on ne vous demande pas de soutenir, hein, votre thèse avec ces notes de 2 pages. Donc, l'idée, c'est bien que vous posiez quelle est votre idée de recherche, pourquoi, comment vous l'envisagez, que vous soyez en capacité à la fois de l'expliquer, de l'exprimer, tout en sachant qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit votre recherche finale, mais que vous puissiez exprimer en une courte note de 2 pages, finalement, ce qui motive votre intérêt pour l'idée de recherche que vous avez, étant entendu qu'à cette étape-là, j'insiste bien là-dessus, on ne vous demande pas d'avoir un programme de recherche et un plan de recherche complet, hein, pas du tout. On vous demande de donner à voir, de donner à comprendre quelles sont vos intentions. Ces dossiers vont être validés par un conseil scientifique, hein, qui va étudier les candidatures et qui va valider ces candidatures sur la base donc des éléments que vous avez produits et en élaborant un ordre de priorité. L'ordre de priorité, bah, ça veut dire en fonction des éléments que vous avez donnés, il y a un ranking, il y a une mise en rang des sélections et puis il y aura le conseil scientifique décide en fonction des moyens d'encadrement qu'il a et des projets qui lui sont soumis, va déclarer les lauréats à cette entrée dans le défi. Pour construire son projet, c'est-à-dire la première année, qui pour votre promotion va se résumer à 6 mois en fait, hein, ça va être une année, d'habitude ça commence en septembre-octobre, plutôt octobre, pour se terminer en juin. Donc votre année de préparation va être un petit peu amputée en termes de temps de 3 mois. Donc il va falloir investir le temps nécessaire pour que ça puisse passer quand même. Votre projet va se construire, on va dire concrètement, par selon 2 axes extrêmement forts et structurants. Un axe, c'est la construction d'une revue de littérature sur la thématique d'intérêt qui est la vôtre et qui sera publiée, qui fera l'objet d'une vraie publication, hein, dans les carnets de laboratoire et qui donc finalement, hein, va constituer une première partie, un premier chapitre de votre thèse que vous aurez fait pendant ce travail.
travail qu'il faudra peut-être remodifier selon l'avancée de votre projet de recherche, mais ça sera votre base. Vous aurez déjà un premier chapitre de votre travail de thèse qui sera réalisé et qui sera publié dans les carnets de laboratoire. Et puis, il faudra, c'est le deuxième axe, réaliser un projet de recherche avec une problématique. Alors, comment on construit un projet de recherche et sa problématique, ça va faire l'objet des séminaires qui sont évoqués tout de suite maintenant, c'est-à-dire que chaque mois, il y aura un séminaire généraliste sur les différentes étapes de la construction de son projet de recherche, sur la revue littérature, sur la centration sur des axes potentiels de recherche, soit en exploration, soit en confirmation, soit en articulation avec d'autres programmes ou d'autres projets qui sont mis en face par ailleurs. Enfin, je ne vais pas vous faire le séminaire maintenant, mais les séminaires vont être en charge de vous former étape par étape à la construction de votre projet de recherche et de votre problématique. Pour ce faire, il faudra participer à ces séminaires, c'est du temps. Hein, je vous l'ai dit, c'est un séminaire par mois, mais ce sont des séminaires qui vont nécessiter de s'investir dans le travail nécessaire à l'avancée. Parce que à l'issue de cette année, fin juin, à partir de fin juin, il faudra présenter votre projet sous la forme d'une note de projet, hein, qui fera une dizaine de pages et qui expliquera bah, finalement votre problématique de projet. Et ça sera déjà votre premier chapitre de thèse. Vous voyez, donc l'idée, c'est que à la fin de cette première année, de cette année de préparation, vous ayez déjà les deux premiers chapitres de votre thèse, c'est-à-dire la construction de votre problématique, hein, la construction de votre sujet, de votre problématique, et puis la revue de littérature qui va nourrir, qui va être utile pour constituer le socle de votre travail de recherche. Donc ça, vous voyez, cette première année de préparation, c'est pas juste pour se préparer, c'est le moment encadré qui doit vous permettre d'aboutir à la rédaction concrète du début de votre thèse. Étant entendu qu'évidemment, au fur et à mesure de l'avancée de votre thèse, bah, il y aura peut-être des modifications à faire. Mais la modification, c'est pas complètement la réécriture, ou même ça peut être une réécriture. En tout cas, c'est pas démarrer de zéro. C'est vraiment intégrer l'ensemble de ce que vous avez vécu pendant les séminaires et dans vos travaux pour pouvoir élaborer votre travail de recherche. Alors, les séminaires de quoi s'agit-il? Je l'ai évoqué, il y a les séminaires méthodologiques mensuels où vous avez des experts de chaque point qui vont intervenir, qui vont vous expliquer des choses, qui vous demanderont au préalable de préparer des choses, hein, pour arriver au moment du séminaire, pour que ce qu'on va vous raconter, ce qu'on vous explique, bah, ça vous soit utile, que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez interroger ces experts. Des séminaires sous la conduite de votre encadrant qui vont vous voir également très régulièrement, au moins 2 fois par mois. Donc vous voyez, là, vous avez déjà 3 rendez-vous qui sont fixés dans votre calendrier, qui vont s'élaborer dans votre calendrier. Le travail en équipe que vous aurez à faire, parce que chaque encadrant va constituer autour de lui une équipe qui va lui permettre de travailler sur les thématiques et créer une forme de travail en laboratoire, hein, puisque la recherche, ça se construit en laboratoire et il faut apprendre à travailler en laboratoire, c'est-à-dire donner un coup de pouce, interroger les uns ou les autres quand c'est pas bien clair, faire un vrai travail de laboratoire que vous allez faire dès votre entrée dans la préparation de votre thèse. Et enfin, toute une partie, mais qui sera plutôt à la fin de la préparation, évidemment, une préparation de la présentation de projet, parce que vous allez soutenir vos projets. Comme vous soutenez un projet, il y aura un jury qui va vous écouter, vous entendre, et qu'il faudra convaincre pour que vous puissiez avoir accès à l'inscription en thèse. Donc vous voyez que ce sont des choses extrêmement exigeantes, c'est-à-dire que on ne peut pas rentrer dans ce dispositif en se disant je le ferai si j'ai le temps. Il faut faire le choix de l'engagement. Et le choix de l'engagement, c'est de se dire, je vais consacrer le temps nécessaire à la réussite de ce projet.
Votre statut, bah, le premier statut, hein, dans le cas de la première année, le début, c'est la préparation de votre candidature. Vous aurez un statut d'auditeur libre du collège doctoral, ce qui vous donnera la possibilité d'avoir accès aux moyens de documentation de l'université. Et les inscriptions formelles, c'est-à-dire les paiements, se feront via les centres AUF. Puis, à partir du moment où vous avez la validation de votre projet, vous serez inscrit en thèse et vous serez des doctorants en formation continue. Même chose, vous serez inscrit via les centres AUF. Il faut intégrer une chose, le DFI, ce n'est pas un programme de distribution de bourses, c'est-à-dire que ce n'est pas un programme qui vous finance pour réaliser vos travaux de recherche. C'est un travail de formation continue. Vous pouvez, dans le cadre des dispositifs qui vous régissent, peut-être de demander la participation de votre employeur pour pouvoir financer ce travail, mais ce n'est pas par le programme que ça peut parvenir, que ça peut se construire. La préparation à la candidature à l'inscription de thèse, hein, l'auditeur libre, le montant, c'est de 178 euros. Et le doctorat en formation continue est décomposé en deux parties, hein. La partie inscription administrative qui est de 471 euros, et puis les frais de scolarité qui sont d'environ 1500 euros par an. Bon, ce montant-là est donné à titre indicatif, hein, parce il doit être validé par les instances de pilotage AUF et Cergy. Et bah, pour l'instant, la décision totale du prix n'est pas faite. Ça dépend en tout du nombre de candidats et autres pour pouvoir déterminer le prix. Et puis de la politique des établissements AUF et Cergy, et dont vous savez que les périodes budgétaires, ou plutôt les contraintes budgétaires de toutes les institutions, mais de ces deux institutions-là également, sont en ce moment particulièrement difficiles. Donc, c'est une information à titre indicatif qui ne pourrait pas être contractuelle parce que pour l'instant, elle n'a pas été formellement décidée par les institutions porteuses. Le calendrier, vous allez voir tout à l'heure l'application dans laquelle il va falloir déposer votre candidature, hein. Cette application va s'ouvrir demain, elle sera disponible demain. Vous aurez jusqu'au 30 décembre pour déposer votre candidature et donc les pièces qui vont avec. Ça veut dire que vous avez en gros une douzaine de jours pour faire votre note de 2 pages et puis collationner tous les éléments. Mais ça ne devrait pas poser de problème, hein. C'est des choses que vous devez avoir facilement pour les rentrer dans le dispositif. À partir dès le début de l'année prochaine, dès le début de l'année 2026, les dossiers vont être vérifiés par les encadrants pour proposition au conseil scientifique, pardon, de vous déclarer lauréat. Alors évidemment, vous avez bien compris que si vous ne remplissez pas le dossier complètement, bah, ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir étudier votre candidature. Donc vraiment, j'insiste sur un point, soyez extrêmement rigoureux sur les informations que l'on vous demande. À partir du 15 janvier, vous aurez la décision d'entrer dans le dispositif. Pour l'affectation des encadrants sera faite vous aurez communication de ça le 30 janvier, hein, ce qui va y avoir une réunion entre tous les encadrants pour voir les profils de chacun et constituer les équipes que j'ai évoquées tout à l'heure, etc. Euh, je, je vous le dis tout de suite, hein, évidemment, les uns ou les autres, vous pouvez connaître des encadrants. Ne cherchez pas à entrer en contact avec les encadrants pour exercer quelque forme de pression que ce soit, pour être dans cette équipe-là ou pour avoir... Parce que ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas comme ça du tout, hein. Le DFI, vous voyez, elle a un principe de base, c'est il faut être équitable par rapport à tous les candidats. Et donc, on est extrêmement attentif au fait que tout le monde ait la possibilité de participer au programme. Comprenez bien une chose, hein, on n'est pas là pour ne pas vous permettre de faire. On est là, le dispositif EDFI, il est là pour vous permettre de faire. Mais donc, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. On est bien là pour vous faire en sorte que vous puissiez faire, mais il y a un principe extrêmement important, c'est que il faut être
extrêmement rigoureux et engagé dans le travail qui est réalisé, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous le redis maintenant, mais vous le redirai encore, il faut qu'il y ait un début à ce travail, mais surtout il faut qu'il y ait une fin. Il faut qu'il y ait une fin pour vous, il faut qu'il y ait une fin pour votre famille, il faut qu'il y ait une fin pour vos employeurs. Il faut que ce soit un projet qui soit vraiment marqué dans le temps. Marqué dans le temps avec une exigence d'engagement qui est extrêmement forte. C'est pour ça qu'elle doit être limitée dans le temps. 3 ans et demi, hein, pour ce qui vous concerne, c'est déjà assez long, mais c'est court. Vous allez voir que c'est court, hein. Une fois qu'on est engagé dans un travail de thèse, Najat pourra en témoigner peut-être tout à l'heure, c'est du boulot. Je pense notamment aux femmes qui participent à ces programmes, hein, qui sont souvent bien plus méritantes encore que les hommes, parce qu'en plus de ça, elles doivent s'occuper de tâches qui sont à la maison et à la famille, et ça en rajoute encore plus sur leurs épaules. Donc c'est compliqué, mais ça nécessite vraiment une rigueur et une organisation extrêmement importante. Une fois que donc vous avez connaissance de vos encadrants, vous serez dans une application, hein, qui est derrière, que vous voyez derrière moi, qui s'appelle eSpace. Tout vous sera expliqué à ce moment-là, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, le premier séminaire va commencer le 6 février. Et là, vous aurez un programme à partir enfin, avant le 6 février. Après le 30 janvier, vous aurez la communication de l'ensemble du programme de séminaire, à la fois générique pour tout le monde et des séminaires portés par vos encadrants, jusqu'à la fin de cette année de préparation de travail. J'évoquais tout à l'heure l'exigence temps et vraiment j'insiste là-dessus. Vous voyez, je vous le dis une troisième fois. Faire une thèse, c'est d'abord du temps. Il faut comprendre ça. Si vous n'avez pas le temps, ne vous lancez pas dans une entreprise qui sera un échec. Je vous le dis clairement. Pour pouvoir vous engager dans un travail de thèse, il faut que votre emploi du temps vous permette de consacrer au moins 15 heures par semaine. Au moins 15 heures par semaine. C'est-à-dire qu'il faut vous organiser pour travailler au moins 1 à 2 heures par jour et travailler au moins une demi-journée ou une journée le week-end. Je sais, c'est lourd, c'est très très lourd, mais c'est le travail qui est à faire. Alors, quand on est en situation professionnelle, ce que l'on remarque, c'est que en gros, ça avance quand même un peu plus vite que lorsqu'on est un étudiant, un primo-étudiant. Ça avance un peu plus vite, mais bon, il faut quand même du temps pour faire les choses. En gros, quand on est un adulte en situation professionnelle, on sait hiérarchiser les choses et on sait distinguer l'essentiel de l'accessoire. Donc ça, c'est un élément, c'est une qualité, une compétence extrêmement importante qui vous permet de gagner du temps par rapport aux étudiants qui démarrent une thèse, vous voyez, parce que, bah, entre guillemets, la vie vous a déjà modelé, vous a déjà outillé avec les compétences nécessaires à l'investissement dans un travail de recherche. Mais néanmoins, il faut quand même le temps pour faire ce travail et il faut que vous soyez à même de dégager ce temps de travail absolument, sans possibilité de se dire je cumulerai tout une semaine par mois ou un mois tous les 3 mois ou que sais-je, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir être régulier et avancer de manière régulière dans l'avancée de votre travail. Cet engagement, ce travail régulier, eh bien, c'est l'objet, hein, de cette année de préparation. Il faut participer aux activités scientifiques. Je vous rassure, en même temps, on ne va pas vous en demander de manière débordante, hein, mais il va falloir, en même temps que vous faites votre travail de préparation, dans un premier temps, puis de thèse, que vous participiez à des colloques, à des symposiums, à des conférences. Et donc, il faut le faire parce qu'on ne peut pas faire de travail de recherche si on n'est pas impliqué dans une communauté. Et il faut surtout exercer un travail régulier. Ça, c'est vraiment un aspect extrêmement important. L'organisation de tout cela, bon, votre espace de travail, le temps, la communication, tout ça est géré par la plateforme ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça ne posera pas de difficultés particulières, pardon. Du point de vue de l'encadrement, chaque candidat, donc chacun d'entre vous, est encadré par un encadrant junior et un encadrant senior. Un encadrant junior, c'est quelqu'un qui a une thèse, mais qui n'est pas encore habilité à diriger des recherches.
Donc, c'est avec lui que vous allez réaliser des thèses, mais c'est avec lui aussi que vous allez pouvoir signer des articles, participer à des colloques. Donc, vous allez quand même avoir un solide accompagnement par un encadrant scientifique junior et un encadrant senior qui est un prof d'université, qui est habilité à diriger des recherches et qui va pouvoir vous accompagner et accompagner l'encadrant quand vous avez des incertitudes, quand vous avez besoin de coups de pouce ou autre. Donc, vous voyez, c'est un système qui permet à la fois de vous former vous, de former les futurs encadrants de recherche avec les encadrants juniors qui sont eux-mêmes encadrés par des encadrants seniors qui ont un œil sur le travail qui est fait par les encadrants juniors et sur votre travail qui est fait également parce que c'est leur responsabilité de scientifique qui est engagée. Chaque candidat est dans un séminaire d'encadrement de ces deux encadrants, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et chaque candidat se verra proposer un encadrant de thèse senior et junior en fonction de son sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, cette année de préparation, vous allez être affecté à des encadrants juniors et seniors, hein, en doublette, comme je l'ai évoqué, et vous allez faire votre travail de revue de littérature, de construction de votre objet, etc. Mais il n'est pas sûr que vous continuez ensuite avec ces encadrants-là. Parce qu'une fois que vous allez progresser dans la construction et l'élaboration de votre sujet, il se trouve que, pardon, un autre encadrant sera peut-être plus à même de vous encadrer. C'est pour ça que, au mois de juillet, il y aura éventuellement d'autres propositions d'encadrant. Un point important sur l'utilisation de l'IA. Alors, l'IA sera autorisée dans vos travaux pour automatiser des tâches répétitives, selon des conditions qui vous seront expliquées et que vous construirez, pour traiter des corpus, faire des recherches de ressources ou autres. Mais l'IA est autorisée sous la conduite de l'apprenant, de l'encadrant, pardon. C'est-à-dire que il faut que l'encadrant donne le go pour que vous utilisiez l'IA dans telle ou telle partie de votre thèse. Et ce point-là est extrêmement important. Il faut la validation de votre encadrant. Et s'il n'y a pas validation de l'encadrant, ça constituera une fraude. Comprenez bien ça, hein. Alors, entre guillemets, tant que vous êtes sous statut d'auditeur libre, ça ne prête pas trop à conséquence, mais une fois que vous êtes inscrit en thèse, ne jouez pas à ça. Parce que c'est extrêmement grave et il y a de plus en plus de situations où des doctorants se trouvent sanctionnés parce qu'ils ont utilisé de manière non autorisée l'IA et ça se retourne contre eux, hein, et ça fait très mal. Donc soyez très précautionneux par rapport à ça. L'IA est autorisée, mais un, sous la conduite et l'accord de l'encadrant, et deux, sur des tâches répétitives. Par contre, l'IA est et sera strictement interdite pour se substituer à vous dans la rédaction de vos travaux. Rédiger une thèse, vous voyez, le terme rédiger une thèse, ça veut bien dire qu'on la rédige. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste donner des indications dans un prompt pour rédiger votre contenu de thèse, il va falloir que vous le fassiez. Et ça, c'est un point extrêmement important qui va être vérifié, hein, à différentes étapes de vos travaux, mais notamment avant de soutenir. C'est-à-dire que, il faut que vous soyez conscient que l'IA va vous permettre d'explorer des champs bien plus rapidement qu'on ne pouvait le faire il y a encore 2 ou 3 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça vous dispense, une fois que vous avez repéré l'un ou l'autre champ scientifique ou bas scientifique, d'aller les explorer. Repérer avec l'IA, ok, mais se contenter de ce travail d'exploration par l'IA, ça ne suffit pas. Il faut penser, hein, il faut vraiment avoir en tête que à l'issue de votre thèse, j'en ai pas une qui traîne là, votre thèse, eh bien, c'est finalement vos premiers cours d'enseignant du supérieur. C'est-à-dire que chaque chapitre, ça doit pouvoir faire l'objet d'un enseignement. C'est-à-dire que vous ne savez pas juste en parler comme ça en surface, vous maîtrisez le contenu de ce que vous avez mis dans votre thèse. Et bien pour ce faire, il va falloir vous y coltiner. Donc, utilisation de l'IA, oui, à certaines conditions, oui, pour ouvrir et aller plus vite dans un certain nombre de choses, mais non pour rédiger
En tout état de cause, on ne peut pas se satisfaire de l'utilisation de l'IA comme juste comme moyen d'accès à la connaissance. Il faut se coltiner à cette connaissance pour la maîtriser. On va passer maintenant très directement au site d'inscription. Vous voyez là la- l'adresse du site d'inscription qui sera ouverte demain. Je vais changer le partage pour pouvoir vous montrer concrètement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre dedans. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la page web? Oui? Oui, oui, nous Oui, voyons oui, très c'est bien. bon. Oui, Alors, vous voyez, hein, c'est très simple, pas de fioriture. Vous je aurez, donc, confirme. quand vous avez les points, les points rouges, hein, bah, vous avez compris que bah, ceux-là sont obligatoires. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. S'il vous plaît, essayez d'éviter de faire des fautes pas d'orthographe, mais des fautes de retranscription, hein, parce que souvent, on se retrouve avec des situations compliquées pour retrouver les personnes si la lettre n'est pas au bon endroit. Votre situation professionnelle, vos coordonnées. Alors, vous voyez, on pense toujours qu'on maîtrise tout, mais finalement, on se fait prendre pan sur les doigts sur le mail, hein. Lorsque vous avez déclaré votre candidature, on vous a demandé votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle. Et la très grande majorité d'entre vous ont interprété cela comme étant votre adresse postale. Il y avait un sous-entendu qui n'a pas été compris, et c'est pour ça qu'il était compliqué pour un certain nombre d'entre vous de récupérer votre adresse mail parce que vous aviez indiqué votre adresse postale. Heureusement qu'il y avait votre adresse WhatsApp, mais il n'est pas impossible que l'un ou l'autre collègue, on n'ait pas réussi à les rejoindre parce on n'avait pas leur adresse mail. Donc, hein, je précise bien, c'est votre email personnel, votre adresse personnelle ou votre adresse professionnelle au sens postal du terme. En fait, ça nous intéresse assez peu. Mais par contre, votre adresse, votre email personnel et votre email professionnel, oui, ça nous intéresse parce que c'est le moyen par lequel on peut vous contacter comme aujourd'hui ou on pourra vous contacter pour le futur. Votre téléphone, un, il y a éventuellement un téléphone 2. On sait que souvent, les gens ont plusieurs téléphones. Votre numéro WhatsApp, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, puisque des boucles WhatsApp seront mises en œuvre pour différentes étapes et différents sujets. Ensuite, votre profil et la formation, votre identifiant LinkedIn si vous l'avez, Facebook si vous l'avez, votre numéro d'étudiant du dernier diplôme, évidemment si vous en avez un, votre cursus de formation jusqu'à la licence, votre master. Donc évidemment, le master, et quand on vous demande le cursus, il faut dire quelle est votre licence et où est-ce que vous l'avez passé, votre master, quel master et où vous l'avez passé, et le domaine de thèse que vous envisagez. Et vous avez un certain nombre de pièces à joindre, hein, en PDF uniquement. Je répète, en PDF uniquement. Votre CV, votre copie de diplôme du master, mais en fait, ça va être changé, hein, ça va être votre copie de relevé de notes, pas de diplôme, mais de relevé de notes. La copie de votre pièce d'identité, bah, pour vous montrer que c'est bien vous. Votre lettre de motivation. Alors, n'en faites pas des tonnes, hein, mais expliquez en une page, pas plus, hein, votre lettre de motivation qui vient éclairer finalement votre candidature et votre document attestant de votre affectation actuelle, hein. La lettre de motivation, c'est la note de 2 pages que j'ai évoquée tout à l'heure. Voilà. Et puis, une fois que vous avez déposé tout ça, vous l'enregistrez et c'est rentré dans notre système et votre dossier est traité et ça suit ensuite le parcours qui a été indiqué, hein. Donc, je vous remets le champ, identité, coordonnées, profil et formation et les pièces à joindre, les PDF sous format PDF.
Alors, vous verrez que bon, là, ce terme-là va changer aussi. On va pas mettre pas mettre lettre de motivation, mais note de projet pour que ça lève toute ambiguïté. Voilà la présentation que je voudrais faire, je voulais vous proposer aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Veuillez m'excuser. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Le dernier point, moi, j'ai pas bien compris et il y a d'autres candidats qui l'ont pas compris aussi. Donc, que veut dire document attestant de votre affectation? Moi, par exemple, je suis membre dans l'éducation nationale, je suis professeur de lettres modernes. Est-ce que je dois vous délivrer une attestation employeur, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est une attestation de votre implication professionnelle, implication professionnelle. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup, monsieur. Alain, il y avait des questions sur Oui, le alors chat. je n'ai pas vu les questions, il faut me les reprendre, hein, parce que comme je ne suis pas très multitâche, je n'ai pas pu lire vos questions et parler en même temps. Alors allez-y, c'est quoi les questions? Personne n'est multitâche. Alain, personne. Alors, même le cerveau, il Alors, est question pas sur la multitâche. distance. Alors, question. Ah oui, Alors, il y pouvons-nous... a. Alors, attendez, on va commencer par le début dans le chat, hein. Alors, Ouais, Najat, tu peux regarder les questions et ceux qui lèvent la main, oui, leur donne la parole. Lamine, c'est à vous, allez-y. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Toutes mes salutations, hein. C'est un plaisir de vous réentendre. Moi, j'avais une question par rapport au co-tutelle. Est-il possible de faire une co-tutelle avec bon, l'Université de Cergy dans le cadre de ce projet si toutefois nous franchissons la première barrière? Alors, c'est C'est possible, ça ma question. mais c'est pas le mode d'encadrement qui est privilégié dans ce modèle. Pourquoi? Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Euh, c'est un modèle qu'on a mis en œuvre, celui de la co-tutelle, à plusieurs reprises. Malheureusement, parfois, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que d'abord, pour mettre en place les conditions de la co-tutelle, c'est pas simple. Et le, le, le collègue qui est en thèse, quand il doit soutenir, est parfois soumis à des pressions tout à fait désagréables de la part de l'université qui est en co-tutelle. Alors, je ne vais pas faire de cas, je vais pas, à partir de quelques cas, faire une généralité, mais l'expérience qu'on en a, c'est que c'est plutôt compliqué et finalement, ça apporte peu au déroulement de la thèse. En même temps, ce que je vous dis, je vais tout de suite le corriger par le fait de faire en co-tutelle avec une université de votre pays, par exemple, ça peut comporter des avantages en termes de prévision d'engagement, de déroulement de carrière et autres. Donc, il faut le prendre en considération. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, cela n'est pas impossible, ça se fait au moment de l'inscription en thèse, selon des modalités particulières. Et ce n'est pas le modèle que nous privilégions. Nous ne demandons pas à mettre en place des systèmes de co-tutelle. Ce que l'on met en place, c'est un système qui vous permet d'avoir une thèse. S'il y a co-tutelle, pourquoi pas, mais pas le, ce n'est pas le mode d'encadrement administratif qui est privilégié. Jean, Mbouzou, alors il faut allumer votre micro, sinon on ne vous entend pas. Oui, Allez-y. oui. Je disais, Sophie, je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, oui. Je voulais savoir quelle est vous savez, avec les choses en ligne, c'est vrai, il y a toujours un peu de doutes. Alors, moi, je voudrais juste avoir une garantie. Quelle est la garantie que nous avons de la véracité de ce à quoi nous voulons nous engager? Bon, tel que moi, je suis intéressé, mais j'ai encore des doutes jusque-là. Est-ce que pouvez-vous essayer un peu d'atténuer mes doutes? Je ne comprends pas, Jean. Expliquez-vous parce que je comprends pas. Vous êtes en sous-entendu, je comprends pas ce que vous voulez dire.
J'étais en train de dire ceci. Ouais. Avec les choses en ligne pour le moment, vous savez qu'il y a assez des histoires qui se passent. Alors, ça amène un peu de doute pour ce qui concerne les engagements dans des choses en ligne. Alors, moi, je voudrais juste avoir votre garantie, votre rassurance, disons, votre rassurance par rapport à ce à quoi nous voulons nous engager. Certes, on est intéressé, mais il y a encore un peu une petite doute. Alors, si vous pouvez me rassurer, me garantir pour que nous puissions nous investir. Donc, Jean, ce que vous demandez, c'est finalement, est-ce que c'est pas une fausse thèse? C'est ça? Est-ce que ça risque pas d'être une fausse thèse? Ah, C'est ça que par exemple, vous finissez comme ça et puis vous ramenez la thèse au pays et on vous dit non, 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 ça, on ne connaît pas. Ah oui, bon, alors ça, moi, je ne sais pas dire ce que... Peut-être la question, si vous permettez, Alain Jaillet, la reconnaissance du doctorat, parce on a vu que ça veut dire doctorat en formation continue. Peut-être elle a posé la question sur la reconnaissance dans notre pays. Alors ça, Oui, je suis incapable de répondre sur la reconnaissance de la thèse, d'une thèse effectuée en France dans votre pays, parce qu'il y a différents pays et les situations doivent être variables. Vous passez une thèse c'est international, vous voyez, c'est les standards internationaux, et ce sont des diplômes garantis par l'État français qui sont garantis notamment dans le cadre des systèmes ECTS par l'Union européenne qui sont déployés dans les différents pays. Maintenant, savoir si dans un pays ou dans l'autre, les thèses qui sont faites en France ne seraient pas reconnues, ça, je suis incapable de vous dire. Là, je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre. Il faut vous renseigner. Lucie. Bon, donc peut-être apporter une petite précision. Peut-être il doute sur la fiabilité du programme. Mais je lui dis que vous avez évoqué qu'ils feront le paiement auprès de l'AEF au niveau des centres numériques francophones. Donc, vous avez les agences AEF. Je pense que c'est fiable. Ah, vous voulez dire, est-ce que c'est pas une escroquerie pour nous prendre de l'argent? Ah, ouais. Voilà, c'est D'accord. Alors, de ce point de vue-là, du point de vue de la reconnaissance du diplôme, il faut voir avec votre pays. Moi, je n'ai pas connaissance du fait que ce n'est pas reconnu. C'est, c'est pas toujours automatique, hein. J'ai par exemple en Algérie des étudiants algériens qui ont pas mal bagarré pour que leur institution, hein, à l'université, reconnaissent leur thèse dans la mesure où il fallait passer par une commission de l'enseignement supérieur algérien, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais bon, vous connaissez les relations difficiles entre l'Algérie et la France. C'était peut-être lié un peu à ça. Mais bon, ça, c'est du point de vue de la reconnaissance des diplômes. Du point de vue de comment dire, je ne sais même pas trouver le mot, vous voyez, de l'authenticité, on peut dire comme ça. Effectivement, hein, comme vous l'avez, je vous le rappelle, hein, c'est un programme qui a eu un double saut, qui est celui de l'Agence universitaire de la francophonie et celui de l'Université de Cergy. Alors, ça s'appelle CY Cergy Paris Université, donc dans la région parisienne. Euh, Ce programme-là, les paiements, par exemple, se font effectivement via les centres AUF. Hein, tout simplement parce qu'on sait très bien que c'est pas possible de le faire autrement. Et l'AUF est le partenaire qui collecte les paiements. Et qui, le cas échéant, dans les centres numériques, là où il y a encore des moyens, peut accueillir si vous avez des besoins ou autres. Lucien? autre chose. Je lui dis de faire une petite recherche sur Google pour voir les différents programmes master qui sont délivrés par Cergy par l'université. Il verra différents programmes des masters en ligne, des mots qui sont à distance. Alors bon, on peut douter effectivement de la
de l'encadrement à distance et du travail à distance, il est clair que ce que nous développons avec l'AUF et dans le cas de la chaire UNESCO, c'est du travail, c'est de l'encadrement à distance et de l'élaboration de projets à distance. C'est clair que ça, c'est notre marque de fabrique. Tierno? Bon, j'avais la parole, Ah, professeur. pardon, Lucien, je crois que tu avais parlé. Pardon, vas-y, vas-y. Mais comme je te vois pas, voilà, maintenant je te vois. Et bonjour, professeur, bonjour à tous. Bonjour. Bon, par rapport à la préoccupation du collègue qui a posé sa question, moi, je veux le rassurer qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le problème de reconnaissance des diplômes. Déjà, nous, on a déjà fait un master, 2 masters au niveau de CJ et c'est bien reconnu en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être vous pouvez vous renseigner auprès de vos administrations s'il n'y a pas de souci. Sinon, je pense que les diplômes que nous avons faits à CJ sont bien reconnus, étant donné que l'AUF est pleinement impliquée. Alors, ma préoccupation, c'était par rapport aux 1 500 € qu'on pourrait payer. Alors, est-ce que le paiement se fera en un seul coup ou on pourra échelonner? Nous savons qu'avec l'AUF, par moment, on nous exigeait le paiement en une seule fois. Et par moment, c'est difficile. Donc, si le paiement pourrait être peut-être échelonné, ça allait vraiment nous aider, nous qui sommes professionnels. Merci bien. Alors, il est clair que le paiement, c'est une somme, hein. Je pense qu'il y a une première chose qu'on peut dire, c'est que imaginez que la rentrée finalement dans le dispositif d'encadrement de première année de thèse, ça sera en septembre prochain. Donc ça veut dire que il faut que vous anticipiez ce paiement échelonné et que d'ores et déjà vous prépariez le paiement de l'inscription pour septembre. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Que vous anticipiez ou que vous fassiez au fur et à mesure, ça va être la même chose. Mais donc, de fait, il est préférable que vous anticipiez, que vous mettiez sur un compte à vous pour pouvoir le payer, le financer à l'AUF le moment venu, au mois de septembre ou octobre. Parce que la mise en place de paiement a posteriori, enfin, via le système AUF, a eu été possible à un moment, mais ne l'est plus maintenant. Mariam? Est-ce que la première année et les 3 suivantes se feront à distance ou bien c'est la première année seulement? Non, non, Tout. non. L'ensemble du programme, l'ensemble de l'encadrement du programme se réalise à distance. Ok, merci. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des regroupements. Ok, ça va. Et ces Merci. regroupements vont dépendre des candidats, où ils sont, etc. Peut-être qu'il y aura des regroupements géographiques pour l'un ou l'autre aspect, mais l'encadrement est à distance, Voilà. Merci, sur monsieur. l'intégralité du programme. Donc du coup, Tierno, je ne sais plus si tu as pris la parole ou pas. Non, non. Ah, Bonjour, M. Jaël. bonjour. Merci. Merci et bonjour à tout le monde. C'est justement sur le modèle à distance. Moi, ma question, c'était sur un programme de thèse qui est où le terrain d'étude est exclusivement situé à l'international. Est-ce que ce modèle à distance-là n'est pas, ne poserait pas quelques petits soucis ou bien c'est pas un problème réel? Alors, pour lever un malentendu éventuel, hein, le terrain de recherche n'est pas situé à l'international. Le terrain de recherche, il est plutôt autour de votre implication et il est donc plutôt local. C'est l'encadrement qui est international, pas le travail de terrain. Le travail de terrain, il est en lien avec votre terrain. Et donc, notamment, j'insiste sur ce point, en lien avec les objectifs de développement durable, hein, où il faut assurer un lien extrêmement ferme quand même entre votre projet de thèse, ce que vous allez traiter dans votre thèse, et les objectifs de développement durable en lien avec donc votre implication personnelle locale. Ok, en fait, je voudrais dire que si par exemple le projet de thèse
c'est pour anticiper une future implémentation, par exemple, d'un dispositif qui est expérimenté en France ou en Suisse ou bien au Canada. Anticiper peut-être que dans quelques années, ça pourra être expérimenté ici chez moi et que je me lance dans ce projet-là. Euh, Puisque c'est pas expérimenté, donc mon terrain d'étude ne peut pas être chez moi. En fait, c'est ce que je voulais dire, quoi, c'est ce que c'est. Alors, bon, on va pas pouvoir débattre de votre idée comme ça en direct devant tout le monde, hein. Tout à fait, ouais, ouais. Bon, mais ça me permet quand même de poser un point, hein. La recherche, le questionnement en recherche, c'est, ça doit obligatoirement être autre chose que de l'ingénierie. Ça veut dire que bien sûr, dans une recherche, il y a de l'ingénierie. Parce que si on veut savoir, on a une question de recherche sur, je sais pas, moi, la performance des élèves en zone rurale par rapport aux zones urbaines. Bah, on a besoin d'ingénierie pour mettre en évidence des phénomènes de différence ou pas de différence, en tout cas des phénomènes observables entre ces deux contextes. C'est vraiment un sujet que je vous donne comme ça, oui, il vient sortir de mon cerveau, hein, donc c'est pas le meilleur sujet de la Terre, mais c'est pour donner un exemple. Donc là, vous allez avoir besoin éventuellement d'ingénierie pour mettre en œuvre bah, un dispositif de formation que vous mettez en œuvre pour des élèves qui sont en zone rurale et le même qui est en zone urbaine, et vous étudiez les fonctionnements, etc., etc. Donc il peut y avoir un aspect d'origine. Mais sur le fond, c'est pas le dispositif qui est intéressant, hein. Ce qui est intéressant, c'est la connaissance que votre recherche produit par rapport au questionnement qui est le vôtre, c'est-à-dire sur les différences de genre, est-ce qu'il y a des différences de genre, est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'organisation sociale dans les villes ou dans les zones urbaines ou périurbaines, etc., etc. Donc, ce sont ces éléments de connaissance-là que la recherche travaille, euh, mais pas sur le bon fonctionnement ou non d'un dispositif. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, merci. Alors, Surface Pro, je ne sais pas qui est Surface Pro, mais je pense que c'est pas ni le nom ni le prénom de quelqu'un, mais c'est en tout cas quelqu'un qui demande la parole. Oui, bon, bonjour, excusez-moi, c'est parce que j'ai eu des soucis de connexion. C'est Pro, c'est Tako Diankra. Bon, euh, je suis du Sénégal et Hein. j'ai eu des soucis de connexion au début, donc je me suis connectée avec mon portable et l'ordinateur. Pas de problème, pas de problème. Donc, voilà, merci de m'avoir remis la parole. Donc, nous vous remercions pour cette opportunité que vous venez de nous donner. Ma préoccupation se trouve par rapport au diplôme. On sait qu'il y a des formations académiques et des formations professionnelles. Est-ce que tous les masters sont valables pour pouvoir vraiment profiter de cette opportunité et faire cette thèse? Alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein. Il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est que pour pouvoir entrer dans ce dispositif, il faut avoir eu, dans le cas de son master, une dimension recherche extrêmement substantielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire une formation à la recherche, aux outils de la recherche, à la démarche de la recherche, à la méthodologie de la recherche, s'il n'y a pas quand même, s'il n'y a pas quelque chose qui a été travaillé dans le cadre de votre master. C'est pour ça on veut voir votre relevé de notes dans le dossier de candidature. Eh bien, merci, bien reçu. C'est parce qu'au début, voilà, peut-être j'ai raté cette partie que la question est venue. Merci, merci beaucoup pour la réponse. Je vous en prie. Alors, Franck ou Ake, je ne sais pas quel est le bon prénom. Oui, bonjour professeur. Effectivement, bon, en fait, ça marche, hein. Franck Ouaké, vraiment, merci pour cette opportunité également. J'ai effectivement participé à Crédit et puis à Tech Edu. Euh, mais ma préoccupation pour vraiment candidater, tout à l'heure, vous avez dit euh, que dans le formulaire, on allait remplacer la copie du diplôme master par les relevés. Bon, j'ai effectivement récupéré mes diplômes, tel que dû comme accrédite, mais j'ai pas encore bien récupéré mes relevés de notes. Donc, je sais pas si, puisque le délai il est court, le temps de faire ces formalités, est-ce que sous réserve de prendre les copies des relevés, on peut soumissionner avec le diplôme?
Oui, bien sûr. Vous le faites avec vos relevés de notes, oui. Donc, je dis, j'ai pas encore relevé, mais j'ai pas encore récupéré mes relevés. Alors, bah, essayez de les J'ai demander. mes diplômes, j'ai Oui, mes diplômes, effectivement. oui, mais demandez-les à Ouda. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, je fais un mail rapidement. Euh, les relevés sont disponibles dans l'espace, dans votre espace numérique, hein. Vous pouvez les télécharger là-bas. Oh, si, j'ai fait ce Les diplôme relevés depuis sont là-bas. 2020, depuis 2021, j'ai plus mes accès. Ah, oui, alors Ah demandez à bon? Ouda. Demandez Ouais, à j'ai fait accrédit 2015, 2017, 2021, Tech Edu. Donc, j'ai. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ça. Robert. Oui, prof, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Il y a plusieurs jours, là. Allez, donc, je suis là pour, je veux savoir, la première année, vous avez dit l'année préparatoire, d'accord? Ça fait environ 2 000 euros. Non, Je voudrais savoir, oui, non, environ 2 000 euros quand je fais le total. non. Pas l'année préparatoire. L'année préparatoire, vous avez le statut d'auditeur libre, c'est 178. Ok, super. Ok, voilà, c'est clair alors. Donc, je voudrais savoir quand est-ce qu'il faut payer tout ça. Non, non. La première année, bah, ça sera en février et c'est 178, hein. Ok, C'est pour l'inscription en thèse. ok. Merci, prof, et bien à vous. À bientôt. Alors, Olivier, Oui, bonsoir, prof. bonsoir. Oui, moi, ma préoccupation est la suivante. Je veux mieux comprendre. Moi, j'ai deux masters, un en recherche et un en sciences sociales, lequel je vais utiliser plus pour postuler à ce projet, à cette thèse. De toute façon, là, on vous demande vos masters, hein, il y a un S, donc vous citez vos masters. Vous relevez de notes. D'accord, Dans les copies d'accord, de relevé de notes qu'on vous demande de mettre, vous mettez les deux, il n'y a pas de problème, hein. Il suffit vous voyez, de coller les relevés de notes les uns au bout des autres, il n'y a pas de problème. d'accord. Merci. Alors, on en est à Lenovo. Alors, je pense que c'est pas Lenovo, mais Lenovo quand même. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bon, ma préoccupation se trouve comme moi, j'ai fait la domaine de la santé. J'ai un master en management des hôpitaux. J'ai travaillé Oula, je suis sur la désolé, attendez, on vous entend très très mal. digitalisation de la santé. On vous entend très très À mal. partir de ça, je peux écrire ma thèse et faire des publications. Lenovo, Allô? on vous entend très très mal. Oui, allô, c'est bon maintenant, ou bien? Est-ce que vous pouvez noter votre question dans le chat plutôt? On va y répondre dans le chat. D'accord. Parce que là, on vous entend très très mal. La communication n'est pas bonne. Safia, Bonjour à tous. bonjour. Oui, Safia, allez-y. Je suis désolée. Je voulais seulement vous poser une question concernant le document attestant l'affectation. Moi, je n'en ai pas parce que je suis enseignante indépendante. Je donne des cours particuliers depuis 6 ans. Et je n'ai pas un document. Je ne sais pas ce que je peux participer ou non. Ben, vous faites un document qui évoque votre situation. D'accord, merci. Claude, Bonjour, prof. bonjour. Merci pour cette opportunité. Moi, ma question est relative au formulaire. Je ne sais pas si j'ai bien pu voir l'ensemble du formulaire. Euh, Parce qu'au-delà du master, il y a certains qui ont peut-être eu l'opportunité de faire des diplômes universitaires de recherche en éducation numérique. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de mettre les relevés de ce DU-là Oui, bien sûr, bien sûr. dans... Bien sûr. Oui, oui, mais évidemment. Hein, vous mettez Ok, le master. De toute façon, il faut un master pour entrer en thèse, hein. Mais comme tout notre à fait. collègue l'a évoqué avant, il a fait deux masters. Bah, si vous avez fait plusieurs formations qui sont de ce niveau qui permettent d'éclairer votre candidature, vous les mettez, il n'y a pas de problème.
Ok, merci. Alors, Séné. Séné, si vous parlez, on ne vous entend pas. Bon, Séfandé, Prof, c'est Séfandé ou Séné? Bonjour, prof. c'était à Séné, mais on n'entend pas. Ah, ok, parce qu'il a levé la main aussi, Oui, comme oui, les oui. noms se ressemblent. Est-ce qu'une fois que vous avez parlé, vous pouvez baisser la main, ça nous permet de voir toutes les mains levées qui n'ont pas encore parlé. Séné, vous Ok. pouvez parler là? Oui, bonjour professeur. Allez-y. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Voilà, je suis un ancien d'Acadit et de Tech Edu. Bon, je sais que je suis éligible pour la thèse, je vais Inch'Allah postuler. Mais ma question, c'était par rapport à, j'ai pris la réunion en cours. Et au moment où je suis entré, j'ai trouvé pour postuler pour la thèse, il faut avoir un projet qui touche le développement, qui est avec le développement durable. Bon, je voudrais avoir là-bas cet aspect, un petit éclaircissement. Alors, oui, effectivement, hein, il faut que vos sujets de thèse soient articulés avec les objectifs de développement durable. Donc, ça fait partie de de votre entrée en question. Alors, c'est plus, ça, c'est moins une condition d'entrée dans la préparation qu'une condition de rentrer dans la thèse, hein. Donc, vous allez avoir là 6 mois pour travailler la dimension développement durable. Notamment, il y aura un séminaire qui sera consacré à ça, pour que vous ayez une vision assez claire de ce que vous pouvez faire en recherche, qui est au service en même temps du développement durable, en même temps qu'au service de la recherche. Ok. Excusez-moi aussi, je pense que sûrement vous l'avez évoqué lors de la réunion, mais c'est pour les conditions financières. Est-ce que vous pouvez un peu y revenir, expliquer, bon, ou bien si, est-ce que la réunion est enregistrée? Si c'est tel est le cas, je pourrais Oui, relire l'enregistrement. il y aura un enregistrement, donc vous aurez accès à l'enregistrement. Ok, merci beaucoup. Mandé, c'est Fandé? Ah, on l'a perdu? Prof, vous me recevez, Oui, s'il vous plaît, oui, prof. oui, oui, oui. D'accord. Bonjour, prof. Content de vous revoir. Et ma question, c'est par rapport à l'attestation dont vous parlez. Et tout le monde n'est pas ici fonctionnaire, hein, parce que vous avez des consultants parmi vous. Donc, un qui est qui est consultant, par exemple, qu'est-ce qu'il doit fournir, par exemple? Eh bien, une attestation qui explique son implication en tant que consultant, ce qu'il fait, comment, quels sont auprès de qui il est consultant, OK. qui permet de comprendre. Est-ce qu'il peut mettre, par exemple, un contrat de consultation dans le dossier pour expliquer? Si vous voulez, par exemple, oui. D'accord. Merci beaucoup, prof. Kelvano, c'est à vous, Kelvano. On vous écoute, mais voilà. Ok, oui. Bonsoir, prof. Bonsoir. Merci pour les éclaircissements. Tout est clair pour moi et quelques questions aussi ont été prises déjà en compte par mes prédécesseurs. Sinon, ce qui me préoccupe pour le moment, j'aimerais juste demander, parce que nous qui sommes en formation actuelle au niveau de Tech Edu, et vous avez demandé les relevés, est-ce qu'on dépose les relevés de Accredit ou bien comment on va faire pour on va postuler? Alors non, là, il va falloir attendre l'année prochaine pour pouvoir postuler l'année prochaine. Donc, mais on pourrait rattraper parce que la rentrée, c'est en septembre là-bas. Oui, mais il y a toute la partie préparatoire, construction, etc. Vous n'allez pas pouvoir faire votre master Tech Edu et construire un projet et faire votre mémoire, plus faire la revue de questions qui doit être qui doit être publiable et qui sera publiée. Ça ne sera pas possible, ça. Il faut faire les choses dans l'ordre. D'accord. Merci. Je vous en prie. Léonard? Oui, bonsoir à tous.
Alors, moi, j'avais une préoccupation, puisque habituellement, nous travaillons avec des organisations internationales qui demandent chaque fois si on souhaiterait bénéficier de la formation, d'avoir de la documentation qui certifie qu'on est retenu pour telle formation. Donc, je ne sais pas si ça va être possible. Oui, une fois que vous êtes reconnu comme lauréat de l'EDFI et qu'on vous autorise à vous inscrire en tant qu'auditeur, vous aurez un document qui le précise, oui. C'est vrai que j'ai pris la réunion en cours. Le process, il prend combien de temps pour être retenu comme lauréat? Voilà. Ah, alors, est-ce que je peux retrouver ça? Là, je vais vous remettre le calendrier, si je le retrouve. Ça va arriver. Le calendrier. Donc, l'ouverture de l'application, c'est demain, jeudi 18. La fin des Oui. candidatures, c'est le 30 décembre. La décision d'entrer dans le dispositif, c'est le 15 janvier. L'affectation des encadrants, c'est le 30 janvier. Et le premier séminaire, c'est le 6 février. OK, c'est bon, merci. On pourra voir la suite dans le replay. Merci. Aboubacar? Bonsoir, professeur. Bah, Bonsoir tout le monde. Voilà, moi, ma préoccupation, c'est au niveau du coût. Je voulais vraiment quelques éclaircissements. Voilà. Concernant la première année, si je comprends bien, ça fait 178 €. c'est ça? Et maintenant, les trois autres années, là, c'est 471 plus 1 500 €. C'est ça. C'est bien? Hmm. D'accord. Et l'autre question, c'est concernant les regroupements en présentiel. Comment ça va se passer? Alors là, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire parce qu'on ne connaît pas les gens qui vont être dans le dispositif. Donc, l'idée, c'est chaque fois que ça sera possible, on essaiera de faire des regroupements via l'AUF. Mais je ne sais pas si on va pouvoir les faire pour la première année, mais il y en aura certainement dans le cadre de la thèse. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire si ça sera des regroupements nationaux, de Hmm. sous-région ou de région. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Tant qu'on ne sait pas qui sera dans le dispositif, on peut pas, on ne peut rien dire de plus que il y en aura, mais on ne sait pas encore. D'accord. Merci bien. Et à la base, hein, de toute façon, qu'il y ait des regroupements, c'est possible, mais ce n'est pas l'essence même de l'encadrement, hein. L'essence même de l'encadrement, c'est à distance avec un encadrant junior et un encadrant senior. D'accord. Ça marche. René, Bonsoir, professeur. bonsoir. Euh, Merci pour cette opportunité que vous nous offrez, qui semble déjà être verrouillée. Et c'est justement pour ça que je voudrais poser la question. Je voudrais qu'on appelle un chat un chat. Je voudrais savoir si le master accrédite donne droit à cette thèse. Non. Le master à crédit, c'est un master qui permet de former des experts en ingénierie. Ça n'est pas un master qui est destiné à former des gens qui vont faire de la recherche. Et s'il arrivait que à côté de cette ingénierie, quelqu'un qui a fait, par exemple, pas forcément un master, mais qui a de l'expertise, qui a développé de l'expertise dans la recherche, peut-être dans une fondation, est-ce que il peut vouloir postuler pour la thèse? A priori, pourquoi pas, mais clairement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la formation de la recherche, des bases de la recherche, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. D'expérience, les candidats dans l'histoire, hein, qu'on a pris depuis 20 ans, qui n'avaient pas spécifiquement une formation préalable à la recherche,
mettaient entre 2 ou 3 années de plus pour faire leur thèse. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'ils acquièrent toutes les bases de la recherche et c'était un temps infini. Donc, la, la, le- la base du dispositif, c'est de s'assurer que les candidats ont une solide formation préalable à la recherche. C'est pas forcément le master TKD, hein, il y a plein d'autres masters, mais il faut qu'on puisse être assuré que le candidat a les bases euh, de la recherche. Alors, Merci, professeur. j'ai vu Abdoulaye, peut-être, non? Qui a levé la main? Oui, merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Abdoulaye Sawadogo du Burkina Faso. Alors, et ma question est effectivement relative à l'équivalence des différents diplômes là. Moi, j'ai par exemple un master en éducation, mais je l'ai fait justement à travers une université américaine. Comment cela peut vraiment me permettre, sur la base de ce master-là, pour m'inscrire soit en thèse ou encore dans un programme de master avec cette plateforme? Bah, très simplement, hein, il faut regarder l'équivalence de ce master sur le ranking international. Et, voilà. Il y a des process pour ça, hein. Donc, Ok, merci bien. il faut soumettre votre dossier. Si vous voulez rentrer dans un master, c'est autre chose, hein. C'est le processus de l'AUF qui commence au mois d'avril, je crois, où on candidate. Si vous pensez que vous avez un master américain avec une solide formation à la recherche qui vous permet de candidater à ce programme, bah, faites-le. Ok, merci bien, merci. Safia, vous avez relevé la main? Oui, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que de nouvelles personnes peuvent s'inscrire maintenant? Celles qui n'ont pas fait les 2 dernières étapes. C'est votre cas? Non, non, c'est pas mon cas. C'est pas votre. J'aimerais bien inviter d'autres personnes, des amis et tout. Alors, normalement, le dispositif est à présent fermé. Donc, D'accord, merci. c'est plutôt pour les gens qui ont suivi les différentes étapes et où maintenant on en est à, vous voyez, demain, il faut commencer à déposer sa candidature et on a jusqu'au 30 décembre pour le faire. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il est 15h20. Najat, est-ce qu'il y a des questions dans le chat auxquelles j'aurais pas répondu? En fait, il y avait les mêmes questions, tu as répondu à toutes les questions. Il y a juste une seule question de Zamzam. Ouais. N'avions pas besoin d'une validation au niveau national pour les données avant les publications, d'où ma question de co-direction au niveau national. J'ai pas compris sa question, mais validation au niveau. Bon, j'ai pas compris. Est-ce que Zamzam est là? Oui, Publication de bonjour quoi? Quelles professeur. données? Oui, oui, allez-y. Bonjour professeur, c'était par rapport en fait de la co-direction au niveau local. Donc, est-ce que lorsqu'on fait la recherche, est-ce qu'on a besoin au niveau local de valider les données ou notre recherche avant la publication? Donc, est-ce qu'une co-direction est nécessaire? Est-ce que vous avez répondu à la question du co-titel? Donc là, c'est plus la co-direction. C'est ça ma question. Merci. Alors, j'essaie de voir quel cas ça pourrait concerner. Vous pensez à quoi exactement? Par exemple, dans mon pays, lorsqu'on fait une recherche, elle doit être validée au niveau du ministère concerné ou de l'université ou, je sais pas, de l'institut statistique. Donc, est-ce que à ces moments-là, j'aurais besoin d'une co-direction, c'est-à-dire une personne qui va suivre avec moi les recherches, mais qui va m'appuyer au niveau local? Alors, C'est à Sam, vous êtes ce dans quel point-là que pays? oui. Djibouti. Vous êtes à Djibouti, oui, c'est bien ça. Alors, là, vous posez un cas d'espèce particulier. Si jamais tel était le cas, il faudrait, via les services de l'AUF, qu'on voit avec le ministère comment on s'organise. D'accord. Merci, professeur. Autre Alors, question. Il y oui. a le nouveau qui demandait par quel moyen il veut recevoir le lien d'inscription. Ensuite, comment effectuer
le paiement, bon, je l'ai répondu, hein. Par exemple, c'est au niveau des CNF, des centres numériques francophones de l'AE. Voilà. Il demandait au Sénégal. Au Sénégal, il y a un centre à Dakar, un autre à Ziguinchor. Bon, c'est d'où on t'entend plus là. Ensuite, voilà, peut-être pour une précision sur le moyen de réflexion du lien d'inscription. Alors, le lien vous sera envoyé demain, hein, pour que vous puissiez remplir la procédure comme annoncé. Et puis les paiements, effectivement, se feront via les centres AUF. Alain, il y a une question. Oui. Est-il possible de faire une thèse dans le domaine de l'économie en se concentrant sur le capital humain, en l'occurrence l'éducation de la femme en Afrique? Alors, si c'est une thèse en lien avec l'éducation, oui, c'est possible. Mais, mais il faut que la balance soit plutôt du côté de l'éducation plutôt que des sciences économiques. Cette année, le champ, on commence avec le champ éducation. L'année prochaine, je ne peux pas encore vous dire quels seront les deux champs parce que le comité de pilotage ne l'a pas décidé, mais enfin, il y aura deux autres champs qui permettront la même chose que pour le champ éducation, d'accueillir des préparations de thèse et des thèses. Et puis, il y en aura deux autres l'année d'après, etc., etc. Donc, la valence de cette année, c'est plutôt du côté de l'éducation plutôt que de l'économie. Une autre question. Bonjour, vous avez indiqué que le programme était destiné aux pays d'Afrique et d'Asie. Peut-on candidater si nous sommes en France? Je suis française et enseignante à l'éducation nationale. Bon, Ouais, c'est clair. Je pense que c'est les mêmes questions qui se répètent. d'accord. Pardon. Amte, Oui, mais merci beaucoup, professeur, de nous offrir cette opportunité-là. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que nous sommes... j'ai déjà pris un thème, mais j'aimerais le changer parce que je l'ai déjà envoyé. Est-ce qu'on peut changer de thème lorsqu'on remplit le formulaire que vous allez nous envoyer à partir de demain? alors ce qui va compter, hein, c'est ce que vous allez remplir à partir de demain. C'est compris. Merci beaucoup. Safia? Rebonjour. S'il vous plaît, pour la notion des ODD, Objectifs de développement durable, est-ce que cette notion doit apparaître explicitement dans le thème, par exemple, de le titre, ou bien dans la question de recherche? Ça veut dire qu'on doit travailler sur ça explicitement. Alors, dans le titre, pas forcément. C'est le développement de la recherche qui doit pouvoir faire du lien avec avec l'un ou l'autre ou des objectifs de développement durable, hein. Mais Du coup, c'est pas obligatoire que ce soit dans le titre, hein. on peut travailler sur un seul objectif. Oui, Sinon, l'enjeu, c'est que un titre, c'est un titre, ça doit rendre compte du travail qui est fait sous le titre, entre guillemets, mais le titre, ça peut pas ni être un résumé, ni être le contenu d'une thèse, parce que dans ce cas-là, si c'était le cas, on aurait besoin que de faire des titres et plus de faire de travail de thèse. Donc, faut pas trop s'attacher à la question du titre. Ce qui va être important, c'est dans la construction du projet, dans la construction de la problématique, on comprenne bien le lien qu'il y a avec les ODD. C'est à ce moment-là qu'il va falloir le faire comprendre. d'accord, merci. Et ça va être l'objet donc de la construction du projet que vous allez faire dans les 6 mois qui viennent. Adélaïde? Bonjour, professeur. Bonjour. J'ai suivi votre présentation et j'ai quelques préoccupations. Et déjà, j'ai un double master avec à volet professionnel, donc avec l'université de Rennes 1 et l'université de Yaoundé 2. Bon, je voudrais savoir si ça peut passer. C'est vrai que j'ai fait un peu de recherche. Ça, c'est la première question. Vous avez dit que vous allez, l'axe de recherche va porter sur l'éducation. Et je voudrais savoir comment allier,
Parce que j'aurais voulu faire une thèse sur le financement du développement. Est-ce qu'il faut que je dirige mon projet de recherche sur l'éducation ou alors que je sorte complètement et que je me concentre sur l'éducation? Donc, ce sont mes préoccupations. Merci. Alors, deux questions, hein. Dans ce que vous allez déposer comme dans les éléments de candidature, enfin si vous les déposez, eh ben, il faut mettre les relevés de notes qui permettent de comprendre ce que vous avez suivi dans le cadre de votre master pour qu'on puisse appréhender si vous avez une connaissance, une culture suffisante de base en recherche pour pouvoir greffer le cursus EDFI. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, par rapport à votre sujet. La valence, c'est-à-dire le- la pierre d'achoppement à partir de laquelle on construit les projets de thèse de cette année-là, de cette promotion-là, c'est l'éducation. Euh, mais l'éducation, on va dire, c'est quand même extrêmement large. Donc, je ne sais pas quel est le sujet qui va vous intéresser in fine et ce que vous allez construire in fine. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapport avec l'éducation et que ça puisse s'articuler avec l'éducation. Évidemment, ça ne peut pas être un sujet qui tire, comme ça a été évoqué tout à l'heure, trop sur les sciences économiques, par exemple. Parce que ça ne tire pas trop sur les sciences économiques, mais ça pourrait tirer sur l'économie de l'éducation. Pourquoi pas? C'est un des champs de l'éducation. Vous voyez, mais c'est moins sciences économiques que éducation. Il faut que ça puisse s'articuler avec l'éducation parce que c'est le champ de base principal. Mais principal, ça ne veut pas dire qu'il est unique, hein. C'est notamment la perspective de travailler avec les ODD, les différents objectifs de développement durable. L'éducation s'articule avec plusieurs des ODD. La question, c'est comment on l'articule. Et ça fait partie du travail d'élaboration du projet de recherche. Mais donc, du coup, vous ne pouvez pas avoir la réponse avant d'avoir commencé le travail. Ça fait partie du travail. Monsieur, si vous m'entendez, bonsoir. Oui, Mbaye. Bon, bonsoir, chers collègues. Moi, j'ai juste un mot à dire. Merci, professeur, pour cette occasion. Il y a un collègue au début qui se posait est-ce que ça c'est vraiment réel? Moi, j'aimerais juste lui dire que c'est réel. Nous sommes en face du professeur, l'éminent professeur Alain Jaye, et c'est une opportunité énorme qui nous a été offerte pour participer à ce projet-là. Donc, il faut vraiment saisir cette opportunité-là et se lancer à fond. Merci beaucoup. Merci, Mbaye Séné. Adélaïde, vous avez relevé la main? Non? Najat? Non. D'accord, merci. Est-ce que Najat, tu vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, il y a une question, est-ce qu'on aura la possibilité de publier des articles? Bien sûr. Alors, non seulement vous aurez Ouais, il la- faut. l'opportunité, Ouais, c'est que là, vous n'allez pas avoir le choix, hein. Vous avez bien compris. ouais. Ce que j'ai dit, c'est une Eh, obligation, en fait, hein. Un des livrables de cette année, c'est de publier votre revue de littérature sur la thématique qui vous intéresse. Donc ça, vous voyez, c'est pas optionnel. À la fin du mois de juin, peut-être que ça ne sera pas encore publié, mais il faudra fournir l'article qui permet de faire le point sur la thématique qui vous intéresse, et ça sera publié. Ça sera publié. Deux, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ça fera partie de votre thèse. Ça sera intégré et inclus dans votre thèse. Et la construction de votre sujet, alors celui-là, jusqu'à sa problématique, ça ne sera pas forcément publié sous forme d'article, mais on ne sait pas, on verra bien, mais ou comment vous en sortirez. Mais ça sera de toute façon, ça sera une partie constitutive de votre thèse, hein. Oui, le projet de ce programme, c'est de faire en sorte que quand vous êtes en première année, vous commencez tout de suite le travail de terrain de la recherche. Première année, la thèse, travail de terrain. Deuxième année, traitement des données. Troisième année,
rédaction et confirmation des résultats qu'on a pu mettre en évidence. Fin de troisième année, soutenance. Je vois pas d'autres questions, Alain. Eh bien, écoutez, il me reste donc à vous remercier Najat d'avoir été là, de remercier Sédou qui est l'âme communicative de l'EDFI, hein, puisque c'est lui qui regarde ce qui va pas pour vous tenir au courant, vous informer, répondre à vos questions. Donc, merci à Sédou. Et puis, merci à vous tous de votre intérêt.